Le 19 février dernier, plus d'une centaine de femmes et d'hommes d'affaires de la région étaient réunis à la salle Le Grand-Duc de l'hôtel Loiselière de Montmagny. Ils ont répondu à l'invitation de la Caisse Desjardins de Montmagny pour entendre l'économiste principal au mouvement Desjardins, Joëlle Noreau. Voici un entretien privilégié avec Joëlle Noreau. Au cours des prochaines minutes, elle parle de la situation économique canadienne. À partir de la planète, maintenant, si on focusait vers le Canada, vers notre beau pays, pour dire qu'on est moins dépendant de la consommation qu'aux États-Unis, ça a déjà été établi, mais pour quelle raison? En fait, la présence gouvernementale est plus grande qu'aux États-Unis. C'est la principale raison qui fait en sorte que ça dépend moins des consommateurs. Il faut dire que les consommateurs canadiens aussi sont moins présents. Là, il y a un niveau de dépenses qui est pas mal moins frénétique que celui des Américains. Le taux d'endettement est moins grand aussi. Donc, c'est clair que oui, les consommateurs canadiens dépensent, mais pas à un rythme aussi fou et avec un endettement aussi important que celui des Américains. Donc, c'est sûr qu'on va moins loin dans ce balancier-là. Là, il va moins loin. Par prudence ou parce que les freins au niveau des institutions financières sont plus importants? Au niveau du crédit hypothécaire, les freins ici étaient plus importants, mais dans le temps, on a constaté qu'effectivement, le taux d'épargne des Canadiens était habituellement plus élevé que celui des Américains. Donc, est-ce que c'est culturel? Je ne serais pas en mesure de vous le dire. Mais il reste qu'on voit souvent que le taux d'épargne au niveau canadien est plus élevé. Est-ce que parce que le crédit est moins facile? C'est possible que ce soit une de ces raisons-là, effectivement. Vous avez beaucoup parlé du dollar canadien, qui est un peu, nous ici, notre barème de comparable oui. À travers la planète. Le dollar reculait encore il y a quelques semaines. C'est un joyeux yo-yo. C'est une courbe qui est très difficilement prévisible. Là. Parlez-moi un peu du dollar canadien. En fait, le dollar canadien, il dépend de plusieurs éléments. Ce qu'on a constaté au cours des dernières années, surtout depuis que la question de l'énergie est au cœur là, du développement de toutes les régions et de tous les pays, c'est que, comme on est un producteur d'énergie avec le pétrole, ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus, l'évolution du dollar suit celle des prix d'énergie. Donc, si on anticipe que les prix de l'énergie vont monter, les prix du pétrole, vraisemblablement, le dollar canadien va suivre. Mais on compare toujours le dollar canadien par rapport au dollar américain. Donc, si, avec ça, on voit le dollar monter, par exemple, à cause des prix du pétrole qui s'apprécient, mais si le dollar américain, de son côté, pour une raison ou une autre, monte ou descend, nous, on va être appelés aussi à suivre ces mouvements-là. Quand le dollar américain diminue, le nôtre s'apprécie en comparaison. Un autre élément qui peut faire jouer la valeur du dollar canadien, c'est le prix des métaux. Parce qu'on est des producteurs de métaux importants aussi. Puis même si au début des années 90, on a tenté de s'enlever cette étiquette-là de pays producteurs de matières premières, quand les prix ont commencé à augmenter dans les années 2000 pour les prix des matières premières, on a remis notre dossard de producteurs de matières premières. Et là, quand les prix des métaux augmentent, ça monte aussi. Effectivement, les gens veulent du dollar canadien. Par ailleurs, d'autres éléments peuvent jouer aussi. Notre situation financière est plus enviable. Malgré le fait qu'on dit qu'on est en déficit, on est encore moins en déficit que peuvent l'être les Américains. Donc ça rassure certains investisseurs. On n'est pas parti du même point non plus. Non plus, c'est ça, tout à fait. Et l'autre élément qu'on doit tenir en compte, c'est les écarts de taux d'intérêt entre les Américains, les taux américains et les taux canadiens. Est-ce que ça risque de fluctuer au Canada pour un certain ajustement versus les Américains? Bien, ça joue toujours, effectivement. On voit hier... Une inquiétude là-dessus. Oui, et actuellement, depuis le début de l'année, le dollar canadien s'est quand même maintenu de façon assez élevée. Et quand il y a été question des risques avec la Grèce, là, ça a créé l'incertitude dans l'ensemble des marchés financiers. Et le dollar américain joue toujours comme une valeur de refuge. Et là, on a vu qu'au cours des dernières semaines, le dollar américain reprendre un peu de tonus et le dollar canadien baisser un peu. Et là, conséquemment, quand on va avoir réussi à apaiser cette crainte-là, on va voir que le dollar américain va diminuer et le dollar canadien va remonter. Hier, il y a eu des rumeurs à l'effet que les taux d'intérêt directeurs allaient augmenter aux États-Unis. Ce que ça a fait, en fait, en fin d'après-midi, là, les gens ont dit « Oh, les taux vont être plus hauts du côté américain que du côté canadien. » Donc, on est allé encore davantage du côté américain, les investisseurs, et ça a fait en sorte que le dollar américain s'est apprécié un peu et le dollar canadien a diminué. Mais il y a des mouvements comme ça. Dans une journée, là, ça peut changer considérablement, dépendant des annonces qui sont faites, des rumeurs qui courent sur les marchés. Donc, il faut souvent regarder la question du dollar sur un horizon plus long qu'au quotidien, parce qu'au quotidien, effectivement, on est parti pour faire des montagnes russes.
C'est sûr que si on regarde la température extérieure, on a envie d'aller faire un voyage dans le sud, on a un dollar qui est à parité avec le dollar américain, on célèbre parce qu'on n'y perd rien. Mais dans une région qui exporte énormément de produits manufacturiers, de métaux et de toutes sortes, c'est pas très avantageux que le dollar canadien soit à parité. Quels sont les effets? Les effets, en fait, c'est que, dans le fond, c'est comme si on présentait une carte de visite qui était moins intéressante. Parce que quand on a un dollar à 60 sous ou à 70 sous, c'est très avantageux, c'est moins cher pour les Américains d'acheter de ce côté-ci de la frontière. La même planche de bois. La même planche de bois, effectivement. Donc, ça devient moins coûteux. Si notre dollar est à parité, bien là, ils vont considérer davantage leur marché. Parce que là, ils vont avoir moins de transport. Ils vont avoir peut-être des délais plus courts, justement, parce que le transport va être moins long. Donc, c'est sûr que ça rend le marché américain encore plus intéressant aux yeux des Américains. Qui sont de bons investisseurs ici, là. Oui, ça, c'est pas, non, effectivement, c'est à considérer, effectivement. Donc, pas fermer les frontières et penser survivre très longuement. Non, effectivement. Mais il faut voir que là où on peut faire des gains dans une question de dollars comme ça, où c'est vraiment très près de la parité, très près des 2 dollars sont presque au même niveau, ce qu'on peut faire pour baisser nos coûts, ben, c'est toujours augmenter notre productivité. C'est être capable de faire un peu plus pour le même prix. Donc, à ce moment-là, on montre qu'on a une capacité de faire autrement. Puis, il faut être très inventif. C'est ça que ça nous demande. Ça nous demande d'être capable de trouver quelque chose que les Américains ne feront pas et qu'on va se rendre indispensable à leurs yeux. Donc, et ça demande beaucoup d'efforts. Il y a l'effet néfaste du dollar à parité ou de l'augmentation de la fluctuation du dollar canadien, vous le disiez tout à l'heure. Pour les exportateurs, c'est ça. Et ça suit la courbe de l'énergie également. Ce qui fait qu'à peu de choses près, quand le dollar augmente, les coûts de l'énergie vont également augmenter et ça nous ramène à un effet négatif. Oui, bien sûr, ça coûte plus cher pour acheminer les marchandises, ça coûte plus cher pour produire. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on met tant d'efforts, puis les gouvernements parlent tellement de travailler sur la productivité, c'est pour faire en sorte que avec le carburant qu'on a, qu'on fasse encore plus. Pour éviter de hausser trop nos coûts et qu'on soit moins compétitif. Mais par ailleurs, il y a ça, mais il y a des gens qui importent aussi. Il faut voir qu'il y a des industries, comme disons l'industrie de la construction, qui exporte très peu, mais qui importe une partie de ses matériaux, pour qui c'est avantageux. Le dollar, quand on le voit, comme on est voyageurs, on trouve ça intéressant qu'il soit à parité. Pour ceux qui importent beaucoup, c'est aussi intéressant. Donc, il y a comme un revers à cette médaille-là. Ce n'est pas complètement négatif. Il n'y a jamais de médaille qui est assez mince pour aller d'un seul côté. Hein. Mais dans ce cas-là aussi. La balance pèse de quel côté, au final? Est-ce que le dollar à parité, l'énergie qui coûte un peu plus cher, les exportateurs, les importateurs, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui joue bien actuellement? La question est intéressante, mais elle n'est jamais posée toute seule. C'est ça qui est plate. Dans la mesure où les Américains sont dans un contexte récessionniste, là, ils sont en reprise, mais ils ont gardé des réflexes de protection pour leur propre économie. Donc, même si le dollar était assez bas, ils vont continuer à privilégier les gens de leur région, leurs gens. C'est ça. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un certain protectionnisme. Puis même si on a essayé de briser le Buy American Act, il reste qu'il y aura encore des gens pour garder le réflexe de travailler avec les gens de leur région. Puis c'est très légitime, on va faire la même chose aussi, là. Pour essayer de vivre d'abord les gens dans notre localité, dans notre région. Donc, puis dans un contexte où justement on sent que l'économie n'est pas très forte, on va justement essayer de travailler davantage avec les gens proches, peu importe la valeur du dollar. Brève description du Buy American Act. En fait, c'est une loi qui a été votée dans le cadre des grands travaux de relance de l'économie, où les Américains cherchaient, eux, à privilégier les soumissionnaires pour faire ces travaux-là, que ce soit essentiellement les Américains. Donc, et les Canadiens, eux, qui ont des forces aussi dans cette matière-là, ont fait valoir que c'était pas fair play dans le cadre du libre-échange, puis dans le cadre de la mondialisation. Ben c'est ça, tout à fait. Et avec tout ce qu'on veut discuter à l'UMC, puis dans le cadre du libre-échange, on aurait avantage à bider, nous autres aussi, dans le fond, c'est ça. Donc, ouvrir un peu une petite brèche, au moins, dans cette convention-là qu'ils se sont donnée de privilégier ou de ne retenir que des contracteurs américains.